S'il est un site archéologique mythique en Italie, c'est bien celui de Cumes. C'est ici même, sur le rocher où se dresse l'acropole de la plus ancienne colonie grecque d'Occident, que Dédale, aux ailes de cire, a atterri, après avoir fui le labyrinthe du Minotaure. C'est ici également que Énée, le héros de Troie, porté par le destin vers le Latium, aborda et apprit de la Sibylle comment pénétrer aux enfers par le lac Averne, situé à proximité. La lecture de ces vestiges nous éclaire sur l'histoire de la Campanie, depuis son occupation par la population indigène des Opiques, puis, au 8e siècle avant Jésus-Christ, par des colons grecs venus d'Eubée, suivis à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ par les Samnites, puissants peuples montagnards d'Italie centrale, eux-mêmes soumis plus tard à la domination des Romains. Comme dans la plupart des sites archéologiques, c'est l'hommage rendu aux morts par l'édification de nécropoles qui témoigne le plus clairement du passage de ces populations, de leurs croyances, de leur vie quotidienne et des influences croisées inhérentes à cette si singulière destinée qu'eut cette fille de la Grande Grèce. Dès le XVIIIe siècle, érudits, savants et grands de ce monde se lancent à la découverte de l'antique cité de Cumes, perdue dans les limbes de l'histoire depuis son déclin à la fin du Moyen Âge et dont les rares vestiges étaient à peine visibles. Les relations de ces premières découvertes créèrent naturellement une vive émulation auprès d'un aéropage de passionnés d'antiquité aussi divers que le chanoine Andrea de Iorio, le comte de Syracuse Léopold de Bourbon, le diplomate Jacques-Alfred Beauvais ou encore le colonel Emilio Stevens. Très vite, la nécropole dont on devinait l'existence au nord de la ville livrait à ses explorateurs éclairés ses premiers trésors, sous la forme de tombeaux ou de mausolées enfouis, produits de la rencontre entre diverses cultures, grecques, samnites et romaines. Ces amateurs d'antiquité, dans les deux sens du terme, aux pratiques peu académiques et parfois destructrices, étaient loin de s'imaginer que plus d'un siècle plus tard, des archéologues professionnels allaient prendre le relais, cette fois de façon scientifique, tout en exploitant parfois les passages ou la documentation qu'avaient laissés leurs prédécesseurs. Les ouvrages et le mobilier parfois éparpillés dans le monde entier, fruits des premières investigations du XIXe siècle, vont se révéler en effet pour les scientifiques modernes une source précieuse d'informations sur les emplacements et la nature des tombes qui avaient été trouvées. Après de sporadiques recherches archéologiques au début du XXe siècle, ce ne fut réellement qu'au début des années 1990 qu'une véritable politique de valorisation du site de Cumes fut menée sous l'égide de la surintendance archéologique, en collaboration avec les universités de Naples et le centre Jean Bérard, qui s'est notamment concentré sur la nécropole, située en dehors des fortifications septentrionales. Cette zone funéraire, en dehors des remparts nord de la cité de Cumes, mise au jour par le centre Jean Bérard durant ces 20 dernières années, va donc s'avérer une source intarissable de découvertes exceptionnelles, de la période pré-hellénique à la période romaine. Une véritable machine à remonter le temps, grâce à la volonté des anciens de marquer durablement leur passage sur cette terre pour des siècles, sous la protection des dieux et de demeures aux murs épais à l'épreuve du temps et des hommes, du moins le croyait-il. Au-delà de l'aspect purement funéraire, ces tombes évoquent tout un pan de l'histoire quotidienne des femmes et des hommes qui ont vécu ici. Leurs dépouilles étaient accompagnées de quantité d'objets familiers, vases, miroirs, strigiles, flacons à parfum, dés à jouer, lampes à huile, tout ce qui fut important pour ces défunts les avait accompagnés dans l'au-delà. Les ornements sur les murs et sur les objets illustrent de leur côté des scènes de leur vie quotidienne et témoignent du raffinement de leur existence, de leurs origines et des influences des peuples qu'ils ont côtoyés. Durant ces dernières années, les fouilles du centre Jean Bérard ont mis au jour des contextes funéraires d'époque hellénistique.
Au cours de cette phase, divers faits marquants caractérisent l'histoire de Cumes. Après avoir été conquise par les Samnites à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, la cité reçoit de Rome, un siècle plus tard, pour son alliance, le statut de civitas sine suffragio, ou citoyenneté romaine sans suffrage, et passe sous sa domination. L'acquisition en 180 avant Jésus-Christ du droit d'utiliser le latin laisse supposer que les Cumains étaient désormais romanisés. Au cours du IIe siècle avant Jésus-Christ, disséminés le long des 2 voies partant de la porte médiane et espacées de quelques mètres de distance, prennent place de somptueuses tombes dites à chambres semi-hypogées pour des inhumations multiples, ou des tombes à stèles, ou encore à fosses avec cipe, destinées à accueillir les restes incinérés d'un seul individu. Un des plus anciens et des plus remarquables de ces tombeaux porte le nom de Andrea de Iorio. À la lecture de son ouvrage sur les tombeaux antiques, publié en 1824, le chanoine décrit une sépulture mixte qu'il a fouillée en 1819, en présence de l'empereur d'Autriche François Ier et de l'impératrice Caroline Auguste de Bavière. Un plan et une vue intérieure ainsi que quelques objets conservés au musée de Vienne permettaient d'en apprécier l'importance archéologique et historique. C'est sur les bases de ces éléments que la tombe fut redécouverte en 2010, avec ses assemblages de blocs de tuf et caries aux dimensions variables et sans liant. Sa façade à la porte imposante, probablement enduite et décorée à l'époque, devait être visible depuis la voie et accessible depuis une rampe. La voûte de couverture en berceau montrait encore les stigmates du passage du chanoine. Ce percement permit d'accéder à une chambre funéraire couverte d'un enduit blanc, occupée par 2 lits et une tombe en coffrage. La corniche, aux contours inégaux et ceinturant les reins de la voûte, servait de reposoir pour les objets accompagnant les défunts. Parmi toutes les tombes mises au jour par l'équipe du Centre Jean Bérard, il en est une dénommée au lit d'onyx qui a échappé aux visiteurs du passé, avec un mobilier funéraire qui nous est ainsi parvenu dans son intégralité. Sa façade, tournée vers la voie, présentait sur sa partie supérieure, et donc visible, une corniche moulurée et enduite, au sommet de laquelle reposait une stèle, représentant une femme en haut relief, vêtue de sa tunique et d'un manteau, encadré de 2 pilastres et surmonté d'un fronton triangulaire. L'espace funéraire, comme la plupart de ces tombes, s'organise selon un plan de type triclinium, à la manière des salles à manger romaines dotées de 3 banquettes et disposées en U. Les 3 caissons sont ici revêtus d'une fine couche d'enduit à la décoration polychrome imitant les veines de l'albâtre. Un autre tombeau attire également l'attention des archéologues. Il présente la particularité d'avoir 3 cipes en tuf qui reposent sur la corniche couronnant sa façade. Les inscriptions, en 2 langues, illustrent l'aboutissement d'un long processus d'autoromanisation des Cumains qui deviennent progressivement des citoyens romains. Ici, 2 personnages, Modius et Oxius, dont les noms écrits en osque y côtoient une certaine Antia, fille de Marcus, probablement d'origine osque également, mais dont l'épitaphe est gravée en latin. C'est donc tout naturellement que les archéologues trouveront dans cette chambre funéraire à voûte en berceau 2 lits et une tombe à caisson, réunissant ainsi pour l'éternité les membres de l'élite osque de Cumes, cité devenue désormais romaine dans un ensemble architectural dont la technique et les choix artistiques expriment la culture mixte de cette communauté.
Le tombeau, dit Odromos, quant à lui, est le seul dont le chemin d'accès muni de marches en terre ait pu être fouillé. On sait, d'après les observations des archéologues, que ce dernier avait déjà été ouvert et colmaté, signe d'un passage plus ancien. L'état des squelettes bouleversés et l'absence des 3 caissons funéraires ne laissent d'ailleurs aucun doute sur la visite de pilleurs, dont la distraction a permis de laisser à la postérité et à nos archéologues quelques pièces du mobilier funéraire, comme des vases à parfum en terre cuite, ainsi qu'un coffret à décor sculpté en os pour y déposer ces vases. La dernière de cette série de tombes, édifiée au début du 1er siècle avant Jésus-Christ et utilisée pendant 2 générations, est tout simplement la plus remarquable et la plus splendide. Elle représente la synthèse de toutes les autres, avec son architecture extérieure composée de blocs taillés, couverte par une voûte en berceau et fermée d'une épaisse porte. L'aménagement intérieur évoque un triclinium d'été, avec ses 3 banquettes surmontées d'un décor naturel luxuriant, de guirlandes multicolores, de drapés et de tout ce qui peut rappeler le raffinement des banquets romains, agrémenté d'effets personnels à la facture délicate. Ici aussi, un visiteur du XIXe siècle avait déjà percé pour la première fois les mystères de ce tombeau oublié, comme le montre la signature sur les parois de la chambre funéraire appartenant à un certain Jacques-Alfred Beauvais, commis de chancellerie auprès du consulat français de Naples, et dont les notes retrouvées nous révèlent le détail de ses explorations sur le site de Cumes. Au cours des 2e et 1er siècles avant Jésus-Christ, la nécropole cumène se dote aux côtés des tombeaux à chambre d'un nombre important de tombes individuelles, appartenant vraisemblablement aux classes inférieures de la population. Les sépultures sont disposées en bordure des voies et sur plusieurs rangées. Il s'agit de tombes à crémation secondaire dont les restes osseux sont déposés dans des réceptacles signalés par des scipentus, qui portent sur leur partie sommitale une inscription avec le nom du défunt. Jusqu'aux premières décennies du 1er siècle avant Jésus-Christ, certains membres de la communauté cumène continuent à utiliser la langue osque dans les épitaphes funéraires avant que le latin ne s'impose progressivement. Le nouveau status des municipium, avec la pleine citoyenneté romaine des Cumains, ne comporta pas l'élimination du substrat osque de la ville, qui continua à être vital dans la nouvelle situation administrative. Mais ce qui rend cette nécropole tout à fait singulière et atypique est qu'elle se trouve à la croisée des chemins de l'histoire de ces populations, aux relations parfois complexes et violentes, mais que l'architecture, l'artisanat et l'art ont su réconcilier dans l'éternité en ne gardant que le meilleur de ce que chacune a pu apporter dans ce bout de Campanie, dans la ville mythique de Cumes, au cœur des champs flégréens.